Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Claire Bren, multiple championne du monde de descente et remplaçante aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo en course en ligne. Quel est son parcours et surtout que fait-elle pour performer et continuer à progresser? J'ai vraiment beaucoup appris dans cet épisode. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Claire et ses secrets. Salut Claire, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Rudy, ça va bien, c'est dimanche, il fait beau et puis je suis en récup, donc c'est une super journée. En récup parce que tu prépares une nouvelle compétition? Pas vraiment, en fait je vais aller participer à la Coupe du Monde de descente de rivière à Trégnac la semaine prochaine en tant qu'ouvreur parce que j'ai pas fait les sélections, mais c'est plutôt pour m'amuser que pour faire la compétition, mais je vais en profiter pour me faire un chrono en mode course quoi, en participant à cette Coupe du Monde. Et ça veut dire quoi, ouvreur? Ouvreur, ça veut dire qu'on n'est pas classé avec notre catégorie, donc je serai pas classé en kayak dame senior, mais je serai classé avec toutes les personnes qui sont identifiées en tant qu'ouvreurs. C'est-à-dire que nous, on est les premiers à partir sur la course. C'est une course contre la montre, hein, et nous, on fait partie des premiers compétiteurs à partir. En gros, on ouvre la rivière, quoi. Et là, t'es pas qualifié à cette compétition-là parce qu'il y avait des qualifications à faire? Ouais, il y avait c'est les sélections équipe de France descente de rivière, et puis moi, je les ai pas fait cette année parce que je me consacre à la course en ligne, mais là, la saison est terminée, donc j'en profite un peu pour refaire de la rivière. Justement, tu reviens des championnats du monde. Comment ça s'est passé pour toi? Super bien. C'était mes premiers championnats du monde en course en ligne. Donc une bonne expérience, une super ambiance avec les filles, même si je pense qu'elles étaient quand même fatiguées parce que la plupart elles rentraient des jeux. Mais ça s'est super bien passé. Moi j'étais engagée en biplace et en 4 places, donc pour moi c'était vraiment super. Et on a réussi à faire des courses pleines pour les finales, donc c'était top quoi. Vous avez donné quoi en termes de résultats? Aussi bien en K2 qu'en K4? Alors en K2 on fait 11e. Donc deuxième de la finale B. Et puis en K4, on fait 6e de la finale. Donc on est plutôt contente parce qu'on a progressé au fil des courses, quoi. En série, on faisait 8e, quoi. Ok, ah ouais, donc donc c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ouais. Mais je voulais revenir un peu sur ton parcours parce qu'effectivement, moi j'avais vu au début que tu faisais surtout de la descente. Par quoi t'as commencé le kayak? Alors j'étais au club de Chartres, qui est au nord de la région centre. Là-bas, en fait, on faisait un peu de tout. J'ai commencé surtout avec la descente et le slalom quand j'étais benjamine. Et puis j'ai commencé à faire un peu de course en ligne quand j'étais cadette. Donc pas tout de suite, mais donc j'ai fait un peu des 3 disciplines, quoi. En sachant que le slalom, j'en ai fait quand même beaucoup moins que la descente et la course en ligne. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé plus vers la descente au début et une bonne partie de ta carrière pour l'instant? C'est surtout au niveau de mon club parce que les personnes qui nous encadraient nous emmenaient sur les compétitions en descente. Donc moi je suivais le mouvement, quoi. Et puis après ça me plaisait aussi d'être toute seule sur la rivière parce que c'est des courses contre la montre, donc on est vraiment tout seul dans notre course et ça me plaisait bien aussi. Mais après c'est vraiment le mouvement qui m'a emmené vers la descente et puis les personnes que j'ai rencontrées en fait. Quand tu fais de la descente, tu as aussi plusieurs disciplines dans la descente? Je veux dire, Ouais, là, je sais qu'il y a le sprint, ouais, c'est ça. il y a par équipe, donc je suis un peu perdu sur tout ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? En fait, il y a 2 formats de course. Il y a le format classique où c'est des courses longues, ça dure entre 10 et 20 minutes, et le format sprint. Alors maintenant, c'est un peu différent d'avant parce que maintenant on a 2 manches de qualification et une manche de finale. Et en général, ça dure aux alentours des 1 minute. Ah ouais. Et donc ouais, c'est court, hein. Et chaque format de course, au niveau international, elle existe en individuel et aussi par équipe. Et donc par équipe, en fait, on est engagé à 3 bateaux. On prend le départ, les 3 bateaux côte-côte. Et puis l'objectif, c'est de faire la course ensemble pour arriver le plus vite possible à passer la ligne d'arrivée, quoi. Ok, mais quand tu dis que tu fais la course ensemble, le bassin, la rivière ou la descente est assez large pour vous passiez à 3 bateaux. Est-ce qu'on peut prendre comme en course en ligne la vague de quelqu'un, sachant que ça bouge à fond, j'imagine?
Ouais, souvent on se suit, hein, on est à la queue leu leu et puis suivant les bassins, des fois il faut prendre un peu plus de marge parce que si celui qui est devant nous, il se prend un rouleau, il se fait freiner, donc il y a risque de lui foncer dedans. Donc selon les bassins, il y a une stratégie à avoir, ouais. Mais on est plutôt à la queue leu leu, ouais. Au début, quand on fait surtout de la descente, est-ce qu'on s'entraîne comme en course en ligne quand on est enfant ou jeune adolescent 2 fois par semaine? Ouais, je pense que c'est à peu près pareil, mais enfin moi je pense qu'on fait quand même beaucoup moins de muscu qu'en course en ligne parce que je l'ai vu quand je suis passée à la course en ligne où mes séances de muscu elles étaient parfois plus longues ou aussi j'en faisais plus dans la semaine quoi. Mais sinon au niveau de l'entraînement ouais moi je pense que c'est pareil sauf que nous quand même il faut qu'on aille sur les rivières pour pouvoir pratiquer en eau vive parce que souvent les clubs c'est de l'eau calme hein. Moi mon club c'était vraiment une rivière toute calme hein, donc il fallait se déplacer quoi. Et donc ça veut dire que pour s'entraîner en descente, fallait sans arrêt bouger du club en fait. En fait, c'est un peu la particularité de la descente, c'est que allez, je vais dire peut-être les 3/4 de l'entraînement, ça se fait sur de l'eau calme. Donc sur le même terrain de jeu que la course en ligne en fait. Et puis après, on fait des stages ou des week-ends en eau vive pour pouvoir pratiquer. Mais c'est vrai que ça représente pas énormément de l'entraînement en fait. C'est pas une grosse part de l'entraînement l'eau vive. Ok, je sais pas si tu avais écouté le podcast avec Claude Bénézy, lui qui vient de la descente. Et Ouais. je sais pas si tu as lu aussi le bouquin Danger Zone sur la descente aussi, ça te Ouais, parle ou pas? si, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, Ouais, ouais. c'est super bouquin et que je relis de temps en temps justement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que, comme disait Claude, maintenant il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup d'entraînement sur eau plate pour l'eau vive. Et je te pose la question, est-ce que ça aide vraiment ensuite pour l'eau vive, quand tu es en descente de rivière, d'être beaucoup sur l'eau plate? Faudrait peut-être pas faire, je pose des questions de débutant, mais plus d'eau vive. Moi, je dirais plus on fait d'eau vive, mieux c'est. Mais quand même, pour travailler la technique du coup de pagaie et puis pour travailler le foncier, c'est quand même plus simple de le faire sur de l'eau calme. Et puis, souvent, c'est en termes de logistique, quoi. Ça prend beaucoup moins de temps d'aller sur une rivière d'eau calme à côté de chez soi plutôt que de s'organiser pour aller en eau vive, en sachant qu'en eau vive, il faut forcément faire des navettes parce il faut faire une descente de la rivière, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué et chronophage. Mais c'est vrai que ce serait bien de faire le maximum d'eau vive, ça c'est sûr. Et sachant en plus que chaque rivière, chaque descente est différente. Ouais, on a des rivières plutôt à volume où il y a vraiment beaucoup d'eau et des grosses vagues, et des rivières où il y a peu de débit finalement. Mais par contre, les passages sont très techniques et il faut connaître la rivière sur le bout des doigts, quoi. Je crois savoir qu'il y a une classification en fonction des rivières. Ouais, il y a des classes, classe 1, classe 2, classe 3. Et il y a même le maximum, c'est infranchissable. Donc là, Ah. normalement, on n'y va pas, quoi. Et comment ça marche ce classement? Qui c'est qui fait ce classement-là? C'est une cotation des rivières. Je sais pas trop qui fait ça. Mais nous, ça nous permet de savoir un peu la difficulté. Et puis, il y a des pagaies couleurs au kayak. Je sais pas si tu sais. Un peu comme le principe des ceintures au judo. Oui, je crois que j'ai ma pagaie verte Voilà. de mémoire. Et en fonction en fonction de la difficulté de la rivière, il y a une pagaie couleur qui est associée, quoi. Et parfois, c'est tout le temps demandé pour les compétitions, tel niveau de pagaie pour participer. Et c'est lié aussi à la classe de la rivière. Ok, tu peux donner un exemple, par exemple, si t'es enfant et que t'es paillé verte, t'as Alors le droit de faire qu'une classe 1, une classe 2, je sais pas. bon, alors là, je peux pas trop dire, mais Oui. surtout que ça a évolué il y a pas très longtemps. Mais en gros, c'est pagaie verte ou bleue, quoi, c'est peut-être bien la jaune après la verte. Même ça, tu vois, je sais pas. Mais il faut une certaine pagaie pour faire les compétitions, quoi. Mais arriver à un haut niveau, en général, on les a passés et puis on se soucie plus trop de ça, quoi. Tu te souviens d'ailleurs de ta première compétition en descente? Ouais, c'est un peu spécial parce qu'en fait, c'était une compétition de descente, mais je l'ai fait en bateau plastique. Parce que c'était Comment ça se fait? vraiment, je crois que c'était ma toute première année, je commençais le kayak en fait. J'étais Benjamine. En plus, c'était à mon club, c'était à Chartres. Et ils voulaient faire en sorte que vraiment tout le club participe. Et donc nous, je me souviens, j'étais avec une copine, on venait de commencer le kayak, donc on n'était jamais monté d'un bateau de descente en fait. Donc on a fait la course en bateau plastique. Donc ça a été un peu long quand même, hein, parce que c'était une course qui faisait une dizaine de minutes et en bateau plastique, ça avance pas très vite.
Donc, tu gardes quand même un bon souvenir de cette première compétition? Ouais, bah oui, parce que t'es dans mon club et puis il y avait beaucoup de monde, il y avait les parents qui étaient venus, tout ça, donc ouais, c'est un bon souvenir. Et par la suite, donc à ta deuxième compétition, tu avais un vrai bateau de descente? Oui, après c'était plus des compétitions dans le bon format, quoi. Ouais. Après, je suis montée en bateau de descente. Au début, j'étais quand même pas stable, hein, parce que les bateaux de course en ligne sont pas stables, mais les bateaux de descente, c'est pas stable non plus. Et donc, pas très rassurée. Mais oui, les premières compétitions en bateau de descente, mais plutôt, par contre, sur de l'eau calme, parce que c'est des courses départementales et c'est des petites classes de rivière, classe 1, classe 2, grand maximum. Et donc c'est comme si on faisait ouais, c'est ça, c'est de l'eau calme en bateau de descente. Mais comme on n'est pas stable, c'est quand même pas facile pour les Et premières fois. et t'avais des bons résultats sur ces premières compétitions? Alors là, ouais, bah après c'est pas des compétitions très haut niveau, hein, parce que je faisais des courses départementales et régionales, mais souvent oui, j'étais sur les podiums, ouais. On se bataillait un petit peu avec des filles et puis des fois c'était l'une, des fois c'était l'autre. Mais ouais, c'était intéressant. Ça m'a tout de suite plu en fait la compétition. Après, je faisais un peu le maximum de compétition que je pouvais en fonction de l'accord de mes parents et on était souvent partis les week-ends. Ouais. Comment ça marche les bateaux de descente? Parce que tu vois, en course en ligne, euh, par rapport aux interviews que j'ai fait, il y a CAPS. Après, tu passes dans un bateau un peu plus instable. Euh, je vois, tu passes dans un Viper en gros pour caricaturer. Puis après, tu vas peut-être passer dans un Nelo classique, tu vois, je caricature un peu. Et puis après, tu passes dans un bateau vraiment de compétition. Il y a des étapes comme ça en descente? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Je m'étais pas posé cette question, mais en descente, il y a pas vraiment. Il y a différentes formes de bateaux, mais il y a pas vraiment de bateaux beaucoup plus stables que les autres. Par contre, ce qu'on nous donne quand on est débutant, c'est plutôt des vieux bateaux entre guillemets. Ça veut dire des bateaux qui craignent rien. Si on va en eau vive, si on tape sur des cailloux, c'est pas grave, quoi. C'est un vieux bateau. Donc souvent, c'est plutôt cette idée-là de les débutants. On leur donne des bateaux, des Des vieux incassables bateaux ou qui presque, servent plus quoi. trop, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, au niveau des formes, il y a plein de formes différentes, hein, mais il n'y a pas de bateau plus facile que d'autres, sauf les bateaux qu'on appelle les wave hoppers. Mais alors, c'est des bateaux de descente en plastique. Alors Ok, ça, donc pour le coup, si tu cognes, il est cuit, quoi. non, c'est plutôt solide, hein. Mais par contre, c'est hyper lourd à manœuvrer, quoi. Alors, c'est plus stable, ça c'est pas mal, mais c'est lourd à manœuvrer en eau vive, tout ça. Mais c'est quand même plus stable. Donc, je sais que dans mon club, parfois, on fait monter des adultes dans ces bateaux-là qui sont un peu plus stables pour commencer. Mais c'est quand même moins agréable parce que c'est lourd, quoi. Quand tu dis c'est lourd, c'est le poids qui est lourd? Ouais. Bah, comme c'est du plastique, puis un bateau de descente, c'est quand même grand. Donc, je sais pas combien ça pèse, hein, les wave hoppers, là, mais ouais, c'est lourd quand même. À Et porter, c'est un bateau de descente classique, combien ça pèse? bah, c'est 11 kilos. À l'international, c'est 10, si ça n'a pas changé. En gros, c'est 1 kilo de moins que la course en ligne au niveau national. Oui, ok. Et combien ça fait de longueur? Alors là, exactement, je sais pas. C'est moins long qu'un course en ligne. Mais alors, pour te dire la longueur exacte, faudrait Alors, regarder. j'imagine que si c'est moins long et que c'est un peu plus large et tu vas Ouais. sur l'eau plate, tu vas quand même beaucoup moins vite qu'en course en ligne alors. Ouais, ça va moins vite. Par contre, ça part plus vite, souvent. Parce que des fois, au club, on mixe un peu les bateaux, là, certains en course en ligne, d'autres en descente. Les bateaux de descente, sur un départ arrêté, ça part plus vite. Par contre, après, c'est sûr, ça prend moins de vitesse, hein. La vitesse de pointe, elle est plus faible, quoi. Bah, on déplace plus d'eau, hein, c'est plus large, moins long, donc ouais, ça va moins vite. Mais c'est un peu plus stable, pour moi. J'allais te demander justement, c'est quoi la différence de vitesse par exemple sur un EB1 entre les deux types de bateaux? Hum, c'est pas trop. Je dirais 1 km/h, mais Ok, c'est ouais, pas donc énorme. c'est pas énorme, Mais ouais. c'est pas. Ben non, parce qu'en fait, il y a aussi la différence de poids, parce que là, je suis remontée dans mon bateau de descente et c'est vrai que ça fait quand même 1 kilo de moins. Donc il y a ça aussi, quoi. Ils sont un peu plus légers, donc ça peut jouer aussi sur la vitesse, quoi. Ah, donc tu arrives à sentir Donc le kilo, ça équilibre un peu.
Tu sens le kilo de différence? Ouais, moi je le sens. Je sais pas si tout le monde le sent, mais parce que des fois on faisait des entraînements où on mettait du poids dans les bateaux, et des fois on mettait seulement 2 kilos, c'est pas hyper lourd, hein, mais on le sentait quand même. Tu faisais ça un peu à la manière de mettre un frein en course en ligne? Ouais. Bah, je me souviens qu'en descente, on faisait un peu les deux. Et puis sur la fin de ma carrière, on était plus pour mettre du poids dans le bateau, pour garder la glisse en fait. Ok. Et tu mettais jusqu'à combien de kilos dans le bateau? J'ai déjà mis 5 kilos, j'ai dû aller jusqu'à 7. Les garçons, Ouais. ils allaient jusqu'à 10, il me semble, une fois. Ah ouais, bah là, t'es hyper. Bon, après, on le sait, on l'a pas fait souvent, hein. On l'a pas fait souvent, c'était plutôt entre 2 et 5 kilos, hein. Ah ouais, ah ouais. Bah déjà, si tu mets 5, j'imagine que c'est hyper long. 2, je vois. 5, je me dis, là, Ouais, ça commence à être pas mal. tu vas avoir du mal à avancer qu'à avancer. T'es loin de ce que tu fais habituellement sans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Je ça, on le reviens. fait que sur le calme, hein. Et quand c'est comme ça, vous faites comme une séance d'appui, en fait, comme on pourrait faire en course en ligne? Ouais, c'est ça. Bah, ça, oui, oui, ça ressemble. C'est à peu près le même principe, ouais. Je reviens un peu sur ton parcours. À partir de quel moment tu t'es un peu distingué par tes performances par rapport aux autres? Et bah, moi, je pense que ça a été tardivement. Enfin, en junior, j'ai fait 3e au championnat de France de descente. Mais en fait, après, j'ai vite fait une pause dans l'entraînement parce que je me suis un peu consacrée à mes études, parce que j'ai fait 2 ans en classe prépa. Donc là, j'avais pas le temps de m'entraîner. Puis après, je suis arrivée en école d'ingénieur et c'est là où j'ai repris. Donc j'avais déjà, quel âge j'avais? J'avais déjà 20 ans, quoi. Donc j'ai toujours eu des bons résultats sur les courses nationales, interrégionales, etc. Mais médaille au championnat de France, j'en ai eu une seulement en junior. Donc c'était quand même tard. Et puis après, comme j'ai fait ma pause, je suis revenue vers les 20 ans. Et là, j'étais plutôt dans le bas de tableau. Et puis après, ça s'est décanté doucement, quoi. Mais j'ai un peu un parcours atypique là-dessus, quoi. Même si j'étais toujours parmi les meilleurs quand j'étais plus jeune, quoi. Est-ce que pendant ta pause, tu faisais quand même du sport à côté? Ou pas du tout? Ouais. Ouais, si j'en faisais, heureusement, parce que sinon, j'aurais peut-être pété les plombs à force. Mais ouais, parce que en gros, on bossait non-stop. Quand je me souviens, soit on était en cours, soit on mangeait, soit on révisait, quoi. Donc, fallait vraiment une pause pour faire du sport. Et j'avais trouvé le mercredi soir. Et puis après, j'essayais d'y aller une fois ou une séance par semaine. Ok, ouais, donc tu t'entraînais quand même un petit peu. T'étais pas devenu complètement Ouais. sédentaire. Non. Non, bah, de toute façon, je sais pas si je saurais faire ça. Euh, à part... Est-ce que tu as fait je sais pas comment, c'est les régates nationales minimes ou pas? Eh ben non, parce que du coup, quand j'étais minime, je faisais que de la descente. Descente et slalom. Je Ok. faisais pas de course en ligne du tout. J'ai Et, commencé en cadette. et qu'est-ce qui a fait que tu as commencé la course en ligne en cadette? Et ben il y avait un trio de filles là, à mon club, les sœurs Ténésie, 3 sœurs. Et puis il y en a une, Camille, qui a été en équipe de France de course en ligne. Et c'est en fait, bah, je les ai un peu suivies. Elles m'ont un peu donné envie d'essayer, quoi. Et alors au début, c'était quand même un peu la catastrophe. Je tombais tout le temps à l'eau. Et puis après, c'est venu. Et c'est là où j'ai commencé à faire les deux, quoi. Descente et course en ligne. Et c'est vraiment une discipline apportée à l'autre et inversement, quoi. Donc, je trouvais ça super intéressant. Et puis, j'étais avec mes copines, que ce soit en descente ou en course en ligne, quoi. Tu te souviens le bateau dans lequel t'es monté pour la première fois en course en ligne? Ouais, parce que bah, j'écoutais Max, le podcast de Max, et il disait qu'il avait commencé un CAPS, je crois. Et moi, dans mon club, en fait, il y avait que des Orions. Il n'y avait pas Ok. en dessous. Donc c'était pas facile. Et donc ce qu'on faisait, bah, c'est qu'on a enlevé le siège du bateau pour être plus bas dans le bateau et être un peu plus stable, quoi. Et donc l'étape suivante, c'était de rajouter le siège dans le bateau. Et là, j'étais beaucoup beaucoup plus instable et c'est là où ça a été un peu plus long à venir, quoi, cette phase-là. Quand tu dis long, c'est quoi, quelques séances? Oui, après c'est quelques séances, mais bon, ça paraît toujours long quand on monte dans le bateau et qu'on tombe 3-4 fois dans la séance.
Oh bah ça va, si c'est que 3-4 fois, c'est c'est bon Ouais. quand même. Ça va. Et Et justement, comme j'ai fait un petit gabarit, ça va. quand tu as essayé la course en ligne, est-ce que tu as remarqué une différence, et j'embraye un peu là-dessus, en termes de technique entre la descente et la course en ligne? Et bah quand j'étais cadette, non. Mais là, depuis 2018 où je fais beaucoup de courses en ligne, je vois quand même que la technique est, je sais pas combien de fois plus importante en course en ligne, mais enfin, je me prends beaucoup plus la tête sur la technique en course en ligne que quand je faisais la descente. Alors, ça veut pas dire qu'on travaille pas du tout la technique en descente, hein. Mais en course en ligne, on se focalise dessus parce que il y a pas tous les aspects de la rivière à prendre en compte. Donc, ce qu'on prend en compte, c'est vraiment la technique du coup de pagaie. Et c'est intéressant, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est plus important en course en ligne dans les entraînements, quoi. Sur quoi tu te prends la tête techniquement? Oh, il y a eu pas mal de choses, hein, mais Euh, bah, faut que je réfléchisse. Bon, fais-moi rêver, hein, Euh, tu peux tout dire, hein. J'ai dû me prendre la Au tête. début, Je me moi, prends la tête sur beaucoup de choses aussi, donc vas-y. au début, c'était plutôt les gîtes. Je gîtais à l'inverse, mais c'était pareil en descente en plus. Je pagayais à droite et mon bateau, il gîtait à gauche. Ah oui, bah, je vois bien. Et donc, t'arrivais plus à mettre ton coup à droite alors? Ou à Bah, gauche? j'y arrivais quand même, hein, mais c'était pas efficace du tout. En fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que j'utilisais pas correctement mes abdos, quoi, par exemple. Et en course en ligne, on le sent vachement plus que l'utilisation des abdos, quoi. Aussi, il y a l'instabilité du bateau qui y fait, je pense, hein, mais il y a ça. Après, il y a la position de la main supérieure, trop haute, trop basse. Moi, souvent, elle était trop haute. Je perdais beaucoup de temps en l'air. Des choses comme ça qu'il a fallu travailler. Et c'est super intéressant, hein, de travailler ça. Est-ce qu'en descente, t'as aussi de la rotation au niveau des hanches et du buste? Ouais, on a de la rotation. Alors, dans le bateau, on en a beaucoup moins parce que on a des calages. Déjà, le siège, on est plus serré dans le siège. Et puis, les genoux, souvent, ils sont calés. Alors, on bouge quand même dans le bateau, hein, mais beaucoup, beaucoup moins qu'en course en ligne. Et après, au niveau de la rotation du buste, ouais, on tourne aussi. On a une rotation au niveau des épaules, ouais, au niveau du dos. Euh, si je comprends bien, toi, t'as pas eu de parcours scolaire aménagé pour t'entraîner plus ou pour performer en descente? Non, parce que alors quand j'étais collège, lycée, quand j'étais chez mes parents, en fait, le club, il était à 500 mètres de chez mes parents. Donc, c'était super facile d'y aller. Puis, quand même, on n'est pas débordé quand on est collégien ou lycéen. Et après, en prépa, non, pas d'aménagement. Et par contre, quand je suis rentrée en école d'ingénieur, alors à Poitiers, j'ai fait 3 ans. La première année, j'avais pas d'aménagement. Et à partir de la seconde année, c'est là où je suis rentrée au centre d'entraînement à Poitiers. Et là, j'ai eu des facilités pour aller m'entraîner, quoi. Si j'étais en retard en cours, c'était pas grave. Si je loupais un cours, c'était pas grave, etc. J'ai eu vraiment la confiance du directeur c'est l'ENSI Poitiers. J'ai eu vraiment sa confiance et ça a super bien fonctionné, quoi, pour moi, parce que je pouvais y aller le midi, le soir et sans trop me prendre la tête si j'arrivais en retard, quoi. Donc ça, c'était super bien. Mais bon, j'étais déjà j'avais déjà 20 ans, quoi. Mais à ce moment-là, donc, t'avais repris un an auparavant, t'étais déjà revenu dans les meilleures françaises? Et alors en fait, donc j'ai fait ma prépa pour entrer en école d'ingénieur et puis je suis arrivée à Poitiers en septembre 2008. Là, j'ai fait un an où je reprenais un peu le kayak, etc. Et puis, en fait, c'est un peu un concours de circonstances. J'ai repris à Poitiers et puis je savais pas du tout qu'il y avait un centre d'entraînement. Donc moi, je m'entraînais sur la rivière et puis un jour, en fait, on s'est croisé avec les athlètes et l'entraîneur du centre d'entraînement. Et il m'a dit, ah ouais, tu payais bien, c'est intéressant. Il m'a proposé en fait de faire un entraînement avec eux et direct de faire un chrono en descente. Et donc j'ai fait un chrono. Il a vu que j'avais fait quand même un bon chrono, alors que j'ai repris l'entraînement, mais ça faisait quand même un an, quoi. Mais bon. Et donc il m'a proposé d'intégrer le centre d'entraînement et en fait c'est là que tout a commencé, hein. C'est à partir du moment où j'étais au centre d'entraînement, j'ai vraiment appris ce que c'était que le sport de haut niveau. J'étais dans un groupe et c'est à partir de là, donc 2009 quoi, 2009-2010, où j'ai vraiment progressé assez vite quoi.
Et donc à ce moment-là, tu es revenu donc dans les meilleures françaises et ta première compétition internationale est arrivée quand? En 2012, ma première compétition internationale. Ok, donc il t'a quand même fallu 4 ans d'entraînement. Bah, j'étais 2009. Ouais, ouais, c'est ça. Peut-être 3 ans. Ouais. Bah ouais, ça a pris un peu de temps parce que au début je m'entraînais et puis alors au niveau des compétitions nationales, je faisais des bons résultats, mais par contre aux sélections équipe de France, j'étais souvent en bas de tableau quoi. Et je faisais un petit blocage avec l'eau vive, je pense au début. Et puis après ça s'est débloqué et je suis passée du bas de tableau, ça devait être en 2010 ou 2011. Et l'année suivante, je faisais podium aux sélections équipe de France quoi. Donc c'était vraiment un grand saut d'être 10, 11e et puis de finir 2, 3e un an après. Quoi. C'est comme en course en ligne, en fait, tu as une distinction entre les piges et le championnat de France. Ouais, c'est ça. Ok, moi je trouve toujours ça original de différencier les deux, comme je viens d'autres activités sportives à la base, d'autres sports. Je trouve ça bizarre. Hein. Pour moi, si je fais le championnat de cas, habituellement j'étais habitué au fait que si tu finissais, je sais pas, dans les 3 premiers au championnat de France, voilà, tu avais ta place. Et là, en fait, tu peux être champion de France et louper tes piges et t'es foutu en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un peu à cause du calendrier parce que nous, les championnats de France, ils se font à l'été, quoi. Ils se font au mois de juillet. Et alors que les sélections, il faut qu'elles se fassent avant. Elles se font en avril, quoi, en gros. Donc les sélections, elles ont lieu avant les championnats de France. Mais moi, il y a eu d'ailleurs en 2012, je me souviens plus, mais c'est possible d'être de finir champion du monde, mais par contre pas champion de France quoi. Voir être au chou au championnat de France quoi. Ouais. C'est ça. C'est un peu spécial, ouais. En termes d'entraînement pour la descente, comme ça se fait sur le plat, est-ce que c'est comme en course en ligne avec une majorité d'efforts aérobie en EB1 aussi? Ouais, c'est majoritairement c'est ça, c'est le même principe en fait. Hein. Là-dessus, moi j'ai pas subi de gros changements quand je suis passée à la course en ligne, si ce n'est qu'on n'utilise pas forcément les mêmes termes. En descente, on dit qu'on va faire de l'aérobie, on dit pas qu'on va faire de l'EB1. EB1, EB2, on l'utilise pas. Enfin, moi, quand je faisais de la descente, on l'utilisait pas, quoi. C'est pas les mêmes termes, mais en fait, c'est le même contenu. Hein. Ok. Est-ce que tu disais par exemple capacité aérobie ou puissance aérobie? Voilà, c'est ça, ouais. Mais on pourrait le dire aussi pour la course en ligne. Hein. Oui, mais bien sûr, mais moi j'utilise plus ça justement par rapport aux filières énergétiques que les termes E B1 ou EB2. Ouais, souvent ça parle plus, quoi. Ouais, les filières, ça, moi aussi ça me parle plus. Ouais, je vois, c'est beaucoup plus clair pour moi là-dessus. C'est quand même. Tout à l'heure, tu parlais des deux courses qu'il y avait en descente. Donc il y a classique qui dure 10 à 20 minutes, et de l'autre côté il y a le sprint qui dure 1 minute. Est-ce que on est obligé de choisir l'un ou l'autre? Parce que en termes d'entraînement, ça me semble être quand même assez différent à la fin. Et souvent le descendeur il choisit pas, il fait les deux. Et il y a des petites exceptions parce qu'il y en a qui sont vraiment meilleurs en sprint et qui aiment pas du tout la classique, mais en général on fait les deux. Même aux sélections, les deux sont mixés quoi. Il y a une journée classique, une journée sprint, ça alterne en fait. Et donc en général on fait tout. Et voilà. Après, ça a tendance quand même un peu à se spécialiser depuis quelques années où il y a des championnats du monde sprint tous les ans, alors que la classique, c'est tous les 2 ans. Ok. Ah, c'est original, donc, ça aussi. C'est original, ça aussi. C'était l'objectif, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. C'était de se rapprocher un peu du slalom en faisant des championnats du monde sprint tous les ans pour pouvoir des fois le coupler avec le slalom, comme ça a été fait là cette année, il y a quelques jours à Bratislava. Et ça mais justement, je comprenais pas. Bratislava, c'était les championnats du monde de quoi en fait Je me disais, mais il y a le slalom et puis il y a de la descente. Ouais, j'arrivais pas bien à comprendre. Et souvent, c'est bien. Enfin, ça fait des gros événements, donc c'est plutôt sympa. En tout cas, à Pau, c'était vraiment un bel événement, quoi, de regrouper les deux. C'était pas mal, quoi. Comment s'est passée ta première compétition internationale en descente? Alors la première internationale, ça devait être une Coupe du Monde, je crois, en Bosnie.
Ouais, j'avais fait ma course, quoi. J'avais pas fait un super résultat, je crois. J'étais hyper stressée parce que c'était les premières courses internationales. Et c'était pas fameux, quoi. Et, euh, et la même année, il y avait le championnat du monde, donc en 2012, qui avait lieu en France, à La Plagne. Donc là, c'est pareil, on faisait classique et sprint. Et ça a été vraiment dur pour moi au niveau du stress. J'ai vraiment eu du mal à gérer mon stress. Et j'ai fait mes courses. Arrivé à la finale du sprint. Alors déjà, je suis la dernière sélectionnée, je crois, ou l'avant-dernière pour la finale. Donc je dois être la première à m'élancer, en fait. C'est dans l'ordre inverse. Le favori part en dernier. Et là, j'étais super, super stressée. Et donc, j'avais décidé de vraiment tout mettre de côté, de me dire, là, je fais une descente de rivière comme je sais faire. Il n'y a pas de compète, il n'y a rien. Et j'ai fait vraiment ma course, quoi. Et à la fin, je suis championne du monde de sprint sur mes premiers championnats du monde. Oh, putain, énorme! Ouais, donc c'était vraiment un truc de fou. Surtout que tout le monde était là, mon entraîneur était là, il pleurait. C'était vraiment un truc de fou. Ouais. Est-ce que c'est un objectif pour toi de devenir championne du monde de descente? Oui, forcément, quand on rentre en équipe de France, l'objectif c'est vraiment d'être au top sur toutes les compétitions, donc d'être au top sur le championnat du monde. Mais pendant les championnats du monde, j'étais tellement stressée par l'événement, par ce qu'on va penser de mon résultat, etc., que j'étais pas dans l'idée je veux faire championne du monde, quoi. J'étais plutôt dans l'idée de gérer mon stress. Donc ça a vraiment pas été facile. Est-ce que quand tu deviens champion du monde, tu changes de statut? Est-ce qu'on est sportif de haut niveau en descente, par exemple? Est-ce qu'on a plus d'aide quand on est champion du monde? Ouais, c'est ça qui est un peu spécial aussi, c'est que pour rentrer en liste ministérielle haut niveau, il faut avoir fait déjà un bon résultat au niveau international. Donc en fait, le moment où je suis championne du monde, ce moment-là, je suis pas sur les listes ministérielles haut niveau. J'y serai l'année suivante. Donc ça, c'est un peu spécial. Et par contre, après, c'est vrai que quand on dit qu'on est champion du monde, au niveau des médias locaux, au niveau des partenaires, c'est beaucoup plus facile d'avoir des retombées, quoi. Est-ce que ça t'a ouvert des sponsors, justement? Alors en 2012, pas tant que ça. Alors j'essaie de me souvenir, mais pas tant que ça. Mais je pense que c'est aussi que il faut que l'athlète fasse le premier pas aussi vers les entreprises, etc. C'est pas les entreprises qui vont venir à nous, quoi. Et ça, moi, j'en avais pas encore trop conscience. J'étais au début de ma carrière internationale et j'y pensais pas trop. Par contre, c'est au niveau des partenaires institutionnels, la région, le département. Là, quand même, on est plus aidé. Est-ce que parallèlement, tu travailles à temps plein? Alors, en 2012, j'étais... Non, alors j'ai eu mon diplôme d'ingénieur fin 2011. Et puis, j'ai pas travaillé tout de suite. J'ai fait un service civique au comité départemental de kayak sur le thème de l'environnement, là. Et en fait, je sais plus combien de temps on travaillait en service civique. Ça doit être 20 heures par semaine, un truc comme ça. Et du coup, ça me permettait de m'entraîner en parallèle et ça m'a permis d'avoir du temps pour me préparer, quoi. Et puis, comme c'est un service civique, de me dégager du temps pour les compétitions, etc. Mais ça dure qu'un an. Enfin, c'est même un peu moins, je crois. Donc après, j'ai pas travaillé en tant qu'ingénieur parce que c'était pas conciliable avec le sport de haut niveau. Et puis, j'avais pas eu des très bonnes expériences lors de mes stages. Finalement, je crois que c'est pas ingénieur que je voulais faire. Et donc en fait, j'ai passé le concours de prof des écoles. Un peu plus tard, c'était en 2014. Entre-temps, j'ai travaillé par-ci par-là, plutôt chez Decathlon. Et voilà. Mais en fait, j'ai toujours travaillé tous les ans, quoi, sauf l'année du service civique. Ok, donc tu as fait une totale reconversion qui n'a rien à Ouais. voir. Okay, ouais, c'est ça, professeur des écoles en 2014. Parce que ma question, en fait, c'était quand tu deviens championne du monde et donc après, tu es sur liste ministérielle en 2013, est-ce que tu n'as pas des aides justement pour des aménagements pour pouvoir moins travailler? Ou est-ce que tu as dû travailler justement à temps plein après en tant que professeur des écoles, par exemple? Non, justement, ouais, en tant que professeur des écoles, ça m'a permis d'obtenir un mi-temps annualisé, en fait, c'est-à-dire que je travaillais plein temps de septembre jusqu'à février.
j'avais ma classe de septembre jusqu'à février. Et après, c'était quelqu'un d'autre qui prenait le relais. Et moi, je travaillais plus du tout. Par contre, j'étais payée à mi-temps. Mon mi-temps, il était accepté parce que j'étais sportive de haut niveau, mais j'étais payée à mi-temps. Il a fallu que moi, je fasse des démarches auprès des bonnes personnes pour pouvoir ensuite avoir une décharge. Donc, ça veut dire que là, j'étais payée à plein temps et j'étais déchargée à mi-temps. Et là, c'était top, quoi. Et ça, t'as réussi à le faire combien de temps? Parce que j'imagine, t'es championne du monde 2012. Et après, j'ai cru voir que t'es redevenue championne du monde en 2017. Donc, il y a 5 années où t'as pas été championne du monde, si je dis pas de conneries. Est-ce Ouais. que t'es resté quand même 5 ans sur liste ministérielle pendant ce temps? Je réfléchis. Ouais, je crois parce que en fait, j'étais pas championne du monde, mais j'ai eu des 4e places, des 5e places. J'étais souvent au pied du podium, quoi, pendant ces années. Donc, je suis restée en liste. J'étais en liste senior et ça me permettait toujours d'avoir ce mi-temps et avec ma décharge que j'ai eue. Je crois que j'ai eu depuis 2016. En 2016, j'ai eu ma décharge à mi-temps où j'étais payée plein temps. Est-ce que justement, avec cette décharge à mi-temps, au début du podcast, on parlait de la nécessité de faire peut-être plus d'eau vive pour la descente. Est-ce que justement, ça t'a permis de plus te déplacer sur des rivières pour t'entraîner en descente? Ouais, pour faire des stages et tout, à partir du mois de mars, là c'était top, quoi. J'avais pas de contraintes, donc là c'est vraiment bien. Mais par contre, ce qui était plus difficile, c'était que avant, en fait, de septembre à février, là j'étais vraiment coincée, quoi. Coincée, et puis toute la journée à l'école, donc il fallait aller s'entraîner le soir et des fois le midi parce qu'on avait une pause quand même assez grande. Mais c'était vraiment de l'organisation. Pas à la minute près, mais pas loin, quoi. Il y a beaucoup de kayakistes qui font une coupure l'hiver, du moins quand il fait froid et que les conditions ne sont pas super. Est-ce qu'on fait aussi une coupure en descente l'hiver? Ouais, on fait toujours une petite coupure et le même principe qu'en course en ligne. Souvent, on va faire des stages de ski de fond. On en profite, quoi. Et ça permet de faire une coupure bateau et ça permet aussi de faire un bon stage d'aérobie. Et en général, ça doit être mi-janvier, février, on revient pour faire du volume bateau, comme on dit. Et là, on fait vraiment beaucoup de séances en bateau, quoi. C'est quoi du volume bateau? Tu peux préciser? Ça veut dire que c'est la part de kayak dans nos entraînements, elle est plus importante. On fait beaucoup plus de kayak que de muscu, de course à pied. Ok, oui, j'allais te demander, est-ce qu'il y a beaucoup d'entraînements aussi en dehors du bateau, en descente? Avec justement la course à pied, la Ouais, muscu, tout ça? ouais, c'est le même principe qu'en course en ligne, en fait, hein. On a des séances de muscu, on a des séances course à pied ou vélo ou natation, selon les préférences. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. Et en termes de volume d'entraînement, c'est à peu près pareil. Alors, 2 entraînements par jour, quand c'est des bonnes périodes, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, j'ai jamais été trop une fille qui s'entraînait énormément, qui faisait beaucoup de séances par semaine. Moi, j'étais plutôt, si je dis pas de bêtises, entre 10 et 11 séances par semaine, parce que je travaillais. Et par contre, les séances, il fallait qu'elles soient efficaces et que ce soit vraiment qualitatif, quoi. Parce que j'en faisais un peu moins que les autres. Après, depuis que j'ai fait de la course en ligne, j'ai quand même augmenté mon nombre de séances où je suis plutôt à 14 par semaine. Ok, où t'es à 2 par jour, quoi, en moyenne. Ouais, c'est ça. Sachant que peut-être tu t'entraînes pas le dimanche et donc ça fait des jours à 3 séances. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Quand tu es championne du monde en 2012, est-ce que redevenir championne du monde est un objectif qui te motive pour continuer ou pas du tout? Ouais. Si, l'objectif, c'était de réobtenir mon titre en sprint, mais j'avais aussi un autre objectif que j'ai pas encore atteint, c'est d'avoir le titre en classique, en course classique. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que moi, ce que je préférais en descente, c'était vraiment la course classique, la course longue. Et j'ai jamais réussi à faire de podium au championnat du monde dans ce format de course. En fait, j'ai tout de suite performé en sprint, alors que c'était pas ce que je préférais. Mais c'est comme ça. Et puis peut-être qu'un jour, je serai championne du monde de classique. Et alors, je pose la question, je vais un peu vite sur le parcours, mais on y reviendra après. Pourquoi tu t'es lancé le défi de la course en ligne alors, vu que tu n'avais pas encore atteint ton objectif en descente? Parce qu'à un moment donné, déjà, au niveau du temps,
j'ai 33 ans maintenant, donc il fallait que je me lance quand même. Et c'est surtout pendant l'année 2017 où en fait j'ai obtenu le titre de championne de France, championne d'Europe et championne du monde en sprint, en descente. Donc j'avais eu, tu vois, c'était une super année et c'est là où je me suis dit non mais là faut que je me lance un défi, faut que je passe à autre chose pour me lancer un autre défi. Et c'est là où j'ai décidé en fait de faire de la course en ligne. Avec un peu de recul sur cette période 2012-2017, qu'est-ce que tu penses qui te manquait pour obtenir une médaille ou le titre en classique? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais peut-être dans ton entraînement ou dans ta manière de gérer les courses? C'est une excellente question. Si je savais exactement ce qui me manquait, je pourrais le mettre en place. Mais il y a quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, c'est la prépa mentale. Et ça, je l'ai quand même peu utilisé sur les courses classiques. Et je pense que ça pourrait faire la différence. Parce que c'est quand même une course longue, c'est quand même, il faut tenir longtemps dans l'effort, mais il faut aussi prendre les bonnes trajectoires. Donc au niveau du mental, c'est un truc de fou, quoi. Et ça, je pense que je l'ai pas optimisé sur mes courses précédentes. Et ça, je peux encore travailler dessus. Ouais. Je me permets une autre question sur l'entraînement peut-être. Tu dis que tu t'entraînais 10 ou 11 fois par semaine en descente. Bon, ça fait quand même déjà pas mal de séances, hein. Mais comme ça dure 10 à 20 minutes, est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu plus de volume d'entraînement? 10 à 20 minutes? Ouais, La course? Ouais, la course. En fait, je te donne le nombre de séances, mais tout dépend. Après, si tu fais des séances d'une heure, 1 heure et demie, 2 heures, quoi. Mais en descente, c'est plutôt des séances d'une heure. Moi, j'étais pas fan des séances longues. Déjà, 1 heure et demie pour moi, c'était beaucoup, quoi. Est-ce qu'on a mal aux fesses en descente comme en course en ligne si on reste longtemps dans le bateau? Bon, à la fin, ouais, souvent c'est un peu des fourmis dans les jambes. Ouais, c'est pas hyper agréable. Mais peut-être que j'aurais dû faire plus d'aérobie, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Je te pose cette question parce que j'ai vu que tu avais fait des tests justement à Poitiers et j'ai pas tout retenu par rapport à ton site. Et justement, est-ce que ces tests ont révélé, je vais utiliser le mot déficience, mais c'est pas le bon terme, mais des choses en particulier? Non, pas spécialement. Ce qu'on avait pu voir, c'est qu'il y avait une différence vraiment entre mon coup de pagaie à droite et à gauche, et aussi la force développée. Et en fait, ça s'est rééquilibré au fil de l'année. Ça, c'était vraiment en début d'année, ce déséquilibre. Et avec la muscu, avec les séances, tout ça s'est rééquilibré. Donc, on n'a pas trop eu de choses spécifiques à faire. Et après, on n'a pas encore poussé assez loin les tests, je pense, pour voir ce qu'il faudrait plus travailler au niveau aérobie. Mais ouais, ce serait intéressant de savoir. Ouais, je me posais la question, comme j'ai vu que tu faisais des tests, je me suis dit, est-ce que ça a révélé des choses, peut-être des pistes pour l'entraînement ou autres, qui peuvent expliquer tes points forts ou tes points faibles, justement, entre guillemets. On a fait, ce qui a pu aider, c'est des tests au niveau de la muscu qu'on a fait. On a fait des profils force-vitesse, des choses comme ça, pour savoir s'il fallait mieux que j'axe mes séances sur la force, plutôt sur la vitesse, puis à quelle période de l'année. Et alors, ça a donné quoi, les résultats de ces tests-là, pour toi? Faut que je me souvienne. Est-ce que tu es plus, t'as plus besoin de travailler ta vitesse, ton explosivité, ou ta force? J'avais plutôt un bon profil. La force, il fallait que je la travaille parce que au niveau des performances féminines, moi, je suis quand même en dessous des autres au niveau de la muscu. Mais en même temps, t'es un plus petit gabarit. Tout à l'heure, tu disais et c'est vrai que je sais pas combien tu mesures, mais c'est vrai que t'es moins grande que, on va dire, la moyenne des kayakistes de course en ligne. Oui, c'est ça. Je fais 1m60, donc je suis pas très grande. Et donc, on se dit, ouais, mais elle est moins lourde, donc elle a besoin de développer moins de force, etc. Mais quand même, il y a une moyenne, quoi. Et moi, j'étais quand même un peu en dessous de la moyenne de ce que poussaient et tiraient les filles françaises. Donc là-dessus, il fallait que je m'améliore. Donc, on a d'abord poussé le curseur sur la force. Et puis, enfin, on a refait un profil force-vitesse. Et là, on a vu qu'il fallait maintenant axer sur la vitesse, quoi. Ok. Donc, il y a des indicateurs, il y a un profil, je veux dire, qui a été déterminé de manière précise pour être la meilleure kayakiste, on va dire, en termes de profil force-vitesse? C'est une bonne question. Ça, je sais pas trop. Il faudrait que je leur demande. Et donc, ouais, je note, je vais fouiller aussi ce truc-là. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi
de voir ce qu'il en est. Donc je reviens sur 2012-2017, cette période-là. La descente, c'est comme tu as dit, c'est un contre-la-montre. Mais j'imagine que les séances se font quand même de manière collective. On s'entraîne à plusieurs, notamment sur l'eau plate. Oui. Ouais, on s'entraîne à plusieurs, ça aide un peu à se surpasser et puis c'est plus sympa de monter sur l'eau à plusieurs, quoi. Donc les séances se faisaient en groupe, même si parfois si je m'entraînais avec un garçon, forcément il allait plus vite, mais au moins on montait sur l'eau ensemble et puis on se retrouvait pendant les récupérations et puis on repartait ensemble, quoi. Donc c'est une émulation en fait, parce que c'est vrai que si on est tout le temps tout seul, c'est difficile. Moi je m'entraîne beaucoup toute seule là depuis quelques années. Mais je fais quand même en sorte de monter sur l'eau en même temps qu'une autre personne pour qu'il y ait une sorte d'émulation. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire parce qu'en fait, t'es pas dans un pôle. Est-ce qu'il y a des pôles France en descente? En fait, à Poitiers, avant, c'était un pôle France. Il y en a plus maintenant. Il y a même plus de centre d'entraînement. Il a été délocalisé. Donc moi, je m'entraîne à mon club, quoi. Et par contre, on fait quand même avec la course en ligne, on fait quand même beaucoup de stages, donc on se retrouve beaucoup en collectif avec les filles, quoi. En fait, chez moi, je suis plutôt toute seule ou avec les gens de mon club. Et puis, quand je fais des stages, je retrouve le collectif filles. Donc, finalement, je suis pas non plus énormément toute seule, quoi. C'est à quelle fréquence les stages pour la descente ou avec ton club, avec celles qui font de la course en ligne? En course en ligne, là, souvent, on en a fait en décembre. Il y a décembre, février. Il y a une petite période creuse, mais bon, c'est janvier. Il y a des stages un peu tout le temps, finalement. On se retrouve un peu tout le temps. Et puis surtout, on peut décider, entre nous, les filles, de se retrouver ensemble pour pagayer. Moi, ce que j'ai fait quelques jours par-ci par-là, c'est d'aller pagayer au pôle de Toulouse. J'ai été aussi pagayer au pôle de Rennes. J'ai fait quelques jours à Vers-sur-Marne. En fait, c'est à nous de s'organiser pour bouger un peu, quoi. Est-ce que quand tu t'es lancé le défi de la course en ligne, et notamment de participer aux Jeux de 2020 qui ont eu lieu en 2021, est-ce que tu as changé d'entraîneur à ce moment-là? Ouais, alors mon entraîneur de descente, Laurent Urvois, c'est lui en fait qui m'a détecté au début de ma carrière de sportif de haut niveau. Il m'a accompagné pendant toute ma carrière de descente. Et puis j'ai commencé la course en ligne, donc il était toujours là. Puis il m'a dit là quand même, moi il y a des choses que je peux t'apporter, mais je pourrais pas tout apporter. Donc en fait il m'a présenté Sabine Klein-Heinz, anciennement Sabine Ola, dont tu as dû entendre parler. Que j'ai contacté et dont j'attends la réponse. Donc, si tu sais lui toucher un petit mot oui, pour le podcast. Je vais le faire. Et donc, en fait, je l'ai rencontré, ça fait 2 ans. Je l'ai rencontré sur le marathon de l'Ardèche. On a même fait une séance ensemble et puis elle m'a expliqué 2-3 trucs. Puis en fait, on a décidé de bosser ensemble. Et ça fait 2 ans que je bosse avec Sabine et elle a un peu révolutionné déjà mon coup de pagaie parce que déjà, on est monté sur l'eau. Moi, j'étais sur l'eau, elle était au bord. Elle m'a dit non, mais là, faut que tu tendes les bras. Donc direct, j'ai tendu les bras, j'ai pris vachement plus d'amplitude et puis c'était le début du changement de ma technique de coup de pagaie, quoi, pour la course en ligne. Comment Sabine intervient avec toi? Est-ce qu'elle est là où tu habites? Alors non, parce qu'elle habite en Ardèche. Moi, je suis à côté de Poitiers. On a un contact plutôt à distance, par téléphone, par visio. Et puis parfois, on se voit 2-3 jours. Soit moi j'y vais, soit elle vient, ou des fois on se retrouve un peu à mi-distance. Et là, on fait vraiment de la technique en bateau, quoi. Souvent, quand on se voit, c'est optimisé, hein. Il y a pas mal de séances et on travaille sur l'aspect technique en bateau, mais aussi on discute beaucoup sur l'aspect mental parce que c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et donc on travaille comme ça. Donc c'est à moitié à distance et puis on se voit quelques jours et pendant les Open de France où elle vient à chaque fois. C'est la première fois dans le podcast qu'on me parle de Sabine en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'elle entraîne d'autres athlètes à part toi? Oui. Alors, je pense que je peux donner les noms. Il y a Fénicia en descente. Il y a Étienne Clatte aussi en canoë descente. Il me semble qu'elle a aussi accompagné une fille en slalom. Pour la course en ligne, je pense que je suis la seule. Je dirais, je pense que je suis la seule. Faudra lui demander. Je te pose cette question parce que
j'ai l'impression dans la course en ligne que il y a, de mon point de vue, de ce que je vois extérieurement, il y a un entraîneur pour beaucoup d'athlètes. Et je te Oui. posais cette question-là parce que justement là, j'ai l'impression que justement t'as, je sais pas si on dit une entraîneur ou un entraîneur, presque exclusivement pour toi, tu vois. Ouais. Mais alors, moi, je dirais pas entraîneur, je dirais plutôt coach. Coach mental, coach technique entre guillemets, parce qu'en fait, avec Sabine, on a convenu que elle va pas s'occuper de ma planification d'entraînement en fait. Ok. Ça, je le vois avec les entraîneurs fédéraux, les entraîneurs comme tu dis qui entraînent plusieurs personnes. C'est des entraîneurs de collectif quoi. Et donc il y a plusieurs intervenants dans mon projet. Et Sabine, c'est plutôt coach technique, coach mental. Même si des fois elle a un regard, elle a un retour un peu sur mes séances, me dire bah tu pourrais plutôt faire ça que ça, mais ça l'intéresse un peu moins ça de faire de la planification. Donc je travaille en fait en parallèle avec les entraîneurs fédéraux et Sabine. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ton staff? Ouais, en fait c'est depuis 2017, peut-être un peu avant même. On avait décidé de faire un peu comme un petit collectif, un petit staff. Parce que le Krebs de Poitiers est partenaire. Enfin, j'ai une convention avec eux. Donc, dans le staff, il y avait mon kiné, il y avait la préparatrice mentale, euh, Sabine ou alors mon ancien coach quand c'était la descente, Laurent. Et puis, j'avais un préparateur physique au Krebs aussi. Alors maintenant, ça a changé. Hein. Et puis, je réfléchis. Et puis voilà, ça faisait un mini staff et c'était pas mal. Parce que c'était vraiment spécifique, quoi. Mon suivi était spécifique. En préparation physique, c'était vraiment un préparateur physique qui venait du kayak quand même. Il avait déjà fait du kayak. C'était un ancien kayakiste. Mais ça a été vraiment optimisé du coup pour l'année 2017 là à Pau. J'avais vraiment mon mini staff et ça c'était cool, quoi. Là, tu l'as plus ce staff-là? Non, déjà le préparateur physique, il a arrêté. Donc, je suis avec Audric Foucault, le préparateur physique de la Fédé. Donc, c'est pareil, c'est plutôt à distance. Donc, non, je l'ai plus trop. Il est un peu éclaté, quoi. Mais mon objectif, là, justement, pour la saison qui arrive, c'est de me reformer un staff. Donc, j'ai déjà repéré un préparateur physique que je connais, de rester avec Sabine aussi. Mon kiné, c'est toujours le même. En fait, c'était le kiné du pôle France de Poitiers. Donc, regrouper un petit peu ce staff, qu'ils aient des échanges entre eux, ce serait pas mal pour la suite. Parce que c'est vrai que là, cette année, c'était un peu éclaté. En fait, depuis le Covid, tout s'est un peu éclaté, quoi. Tu parles pas d'alimentation. Est-ce que tu as quelqu'un qui te suit sur ce sujet-là ou tu gères toute seule et plutôt bien? Et je gère plutôt toute seule. J'ai vu une nutritionniste ou diététicienne, je sais même pas la différence. Je sais plus en quelle année. Ça devait être pour Pau, c'est pareil en 2017. Puis en fait, elle me disait que ce que je faisais c'était bien. Donc j'ai dit bon d'accord, je vais continuer. Mais par contre, ce qui est lié un peu à l'alimentation, c'est les compléments alimentaires pour moi. Et là-dessus, j'ai un partenaire qui s'appelle Juice Plus. Et c'est pour expliquer le concept, c'est des fruits, légumes et des baies qui sont encapsulés, qui sont déshydratés et encapsulés. Et je prends ça en complément alimentaire depuis presque 2 ans là. Quand tu dis encapsulé, c'est comme tu prends des capsules, des gélules en fait? Ouais, Ça? c'est ça. Ouais, c'est de Ok, la poudre dans des gélules. ok, original. Ouais. Et bon, j'étais un peu sceptique au début. Et puis finalement, j'ai remarqué que je récupérais mieux, que ça fait, en fait, maintenant, ça fait partie de mon alimentation quotidienne, quoi. En plus de bien manger équilibré, etc. Ok, j'irai voir. Je connaissais pas. Je savais pas que ça existait. Quand tu m'as dit le nom de Joyce Plus, je me suis dit ça va être des jus qu'on C'est parti de t'envoie. ce concept-là, en fait. Si j'ai bien compris l'idée, au début, il se disait que c'était bon de prendre des jus de légumes plutôt que des jus de fruits, hein, parce que c'est trop sucré, Ouais. mais des jus de légumes, etc. Et c'est trop compliqué à se faire tous les jours, quoi. Et donc, c'est là où ils ont évolué vers les capsules. Ok, c'est original. Est-ce que tu Ouais. fais d'autres choses peut-être personnellement comme de la méditation, de la visualisation? Je sais pas si tu as écouté le dernier podcast ou l'avant-dernier sur l'imagerie motrice. Pas Est-ce- encore. Ouais. moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que tu fais des choses comme ça de ton côté?
Ouais, bah alors depuis que je travaille avec ma préparatrice mentale, c'était en 2015. Donc on fait un peu de sophrologie, mais on fait beaucoup de visualisation, que ce soit de la visualisation passive ou aussi active, en pagayant, en s'imaginant sur la rivière, quoi. Et, euh, et ça m'a apporté beaucoup, bah, surtout pour Pau, là, en 2017, ça m'a apporté beaucoup. Donc je continue à travailler avec elle. Et en parallèle, alors j'ai travaillé avec un hypnothérapeute. Parce que je pense que je faisais aussi un blocage sur le bassin d'eau vive de Pau, parce qu'il est impressionnant, etc. Et j'arrivais pas à m'exprimer pleinement sur ce bassin. Et en travaillant, je crois que j'ai fait 2 séances avec lui. Et j'ai vraiment vu la différence, quoi. Donc, je sais pas s'il y a déjà des athlètes qui t'ont dit qu'ils avaient fait de l'hypnothérapie, mais moi j'en ai fait et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. De mémoire, personne m'en a parlé, mais moi j'avais testé justement l'hypnose. Pour ceux qui me suivent sur le côté muscu, justement, j'avais testé ça. Et effectivement, je vois comment ça marche. Je vois bien le truc. Ouais, donc c'était hyper intéressant. Et après, de mon côté, moi, je pense que c'est depuis qu'on a été confinés, là, je me suis mis encore un peu plus au yoga. J'en sais déjà avant, mais là, j'en fais plus. Et puis, pareil, à la méditation aussi, ouais. Avec l'application Petit Bambou, là, qui m'accompagne bien. Ok, mais j'ai essayé aussi. Donc, tu as un abonnement dessus et tu fais un peu tous les jours? Ouais. L'objectif, c'est de faire tous les jours. Pour l'instant, j'y arrive pas, mais ça va venir. Je sais bien comment c'est, mais quand on fait, on se sent mieux, on se sent détendu, hein. C'est sûr qu'après, ouais. on se sent Ouais, et puis je pense aussi que ça fait progresser au niveau du mental, de la concentration, de réussir à faire le vide, de se concentrer sur l'instant présent. C'est un peu un entraînement aussi, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sarah Troel, que j'avais interviewé, parlait d'un livre que j'aime beaucoup, c'est Le Guerrier Pacifique. Je sais pas si tu l'as lu, qui est un peu sur ce principe-là, qui est un peu Ouais, non, je l'ai pas lu, mais c'est un peu sur le moment présent et je crois fortement en ça. C'est sûr que si tu ne penses pas et que tu agis presque par automatisme, t'es un peu plus, on va dire, efficace que si tu te mets à réfléchir. ouais, c'est ça. Là, c'est sûr que si tu penses à tout ce que tu dois faire, tu fais pas grand-chose. Comment ça se passe en 2017 quand tu choisis de commencer la course en ligne, de recommencer la course en ligne? Est-ce que déjà durant cette période où tu avais commencé la course en ligne en cadette, est-ce que tu avais continué parallèlement à faire un peu de course en ligne, à monter dans des bateaux Ouais, en fait, j'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait de la course en ligne en parallèle de la descente parce que c'est plus sympa des fois quand il faut faire des kilomètres sur l'eau. Ça passe un peu plus vite en course en ligne. On peut travailler aussi d'autres choses en course en ligne, rien que la stabilité, c'est intéressant. Et donc j'en ai toujours fait, j'ai jamais arrêté. Et puis pour mon passage à la course en ligne, j'y suis allée quand même progressivement. En 2018, je faisais les deux en fait, je faisais descente et course en ligne. Et donc j'ai réussi à aller au championnat du monde de descente encore une fois. Mais pour l'instant, j'étais en train de progresser tout doucement en course en ligne, quoi. Donc ça m'a permis d'y aller progressivement. Est-ce que en 2017 qu'à 2018 pour la saison, t'es monté directement, comme tu faisais parallèlement un peu les deux, directement en bateau de compétition? T'étais directement dans ton Plastex? J'ai pas commencé en plastique, j'ai commencé en élo parce que c'était la mode. Et puis surtout, j'ai essayé un Cinco et ils sont quand même gros les avants de Cinco et je trouvais ça intéressant parce que j'étais stable. Et puis par rapport, si je passais sur un bateau beaucoup plus étroit, la différence visuelle, déjà avec la descente, elle était moins importante, je trouvais, en passant dans un Cinco. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais Non, je vois ce que tu veux dire. Quand c'est tout fin, on se dit, ouh là là, ouais, fin. c'est ça. Ouais. Et donc j'ai évolué progressivement parce que le Cinco, après, je le trouvais trop gros. Et on m'a proposé d'essayer Plastex, et puis je suis bien dedans. Donc, c'est quoi ton Plastex? Voilà, c'est un bullet? Ouais, Bullet 2020. Ouais. Est-ce qu'en 2018, tu fais des résultats en course en ligne? Du moins au championnat de France ou aux sélections France, équipe de France? Ouais, non, pas tellement. En fait, je suis toujours assez loin des premières. Enfin, je suis très loin, même sur le 500 mètres, je me prenais, je sais plus combien par Manon, plus de 7 secondes, je crois. Donc, je prenais cher au début. Et puis, au fil des années, je me rapprochais de plus en plus. Donc c'était cool parce que je voyais ma progression quand même. Mais après, j'étais pas dans les dernières, j'étais déjà dans le tas, quoi. J'avais déjà un bon niveau forcément, mais il fallait beaucoup bosser. Je sentais qu'il fallait beaucoup bosser pour progresser, quoi.
Est-ce que justement, tu parles de Manon, je me souviens dans l'épisode 2, qui elle, Ouais. justement, a fait descente, course en ligne. Il a été beaucoup course en ligne, peut-être. Il a refait la descente peut-être prochainement, de ce que j'ai bien compris. Est-ce que toi, Ouais. justement, ça t'a montré un peu la voie, comme quoi c'était possible, ou t'y pensais pas Bah du ouais, tout? ouais, carrément. Si, si, bah, quand on se dit que quelqu'un l'a déjà fait, on se dit que c'est possible, en général. Donc, après, Manon, je pense que ça a dû être moins facile pour elle parce que elle a peut-être été moins. C'était peut-être plus nouveau pour les filles qui étaient déjà présentes en course en ligne de voir, putain, il y a une fille de la descente qui arrive, elle va aussi vite que nous, voire plus vite que nous. Enfin, je pense que ça les a un peu déstabilisées, les filles. Et donc, ça a été, je pense, plus dur pour Manon que pour moi. Moi, j'étais quand même bien acceptée. Il y a eu déjà l'exemple de Manon, quoi. Donc, euh, donc pour moi, c'était plutôt bien. Quand tu te mets à la course en ligne, là, tu me parlais du 500. Euh, Est-ce que toi, tu voulais tout de suite faire du 500, ou je dis pas du 100, mais du 500? Tu te voyais peut-être pas sur le 5000, qui était plus peut-être l'épreuve qui ressemble le plus au classique en termes de durée? Ouais, non, moi, j'étais plutôt sur 500 et 200 mètres, hein. Le 5000, je le laissais de côté, bah aussi parce qu'au niveau international, c'est pas la même chose. Moi, je voulais vraiment faire 500, 200. Enfin, je me suis pas posé la question là-dessus. Est-ce qu'en 2019, tu continues la descente parallèlement à la course en ligne? Non, 2019, pas de descente. Donc Enfin, là, j'ai peut-être fait les championnats de France. exclusivement course en ligne alors pratique. Ouais, 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 ouais. Et Bah là, oui, parce que justement, il faut. t'as un bon en termes de progrès? Moi, j'ai pas ressenti vraiment de bon en termes de progrès. Par contre, quand je me revois pagayer, si je regarde des vidéos, je me dis ah ouais, quand même, bah ma technique, elle a quand même bien évolué. Mais mais au niveau progrès, au niveau chrono, c'est plutôt des mini marches de gravi plutôt que des bons quoi. Enfin, c'est ce que je ressens. Quand tu dis ça, c'est par exemple, t'as gagné, je sais pas, je caricature, mais 1 ou 2 secondes chaque année sur le 500? Ah, déjà, c'est pas mal 1 ou 2 secondes chaque année. Ouais, mais ça, c'est difficile à dire parce que T'étais les à 7 bassins, secondes. C'est parce que tu m'as dit 7 secondes, donc je me dis si t'as gagné ouais, 4 ou 5 secondes en 4 ans. ouais, je me suis rapprochée. Oui, oui, bah c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Mais après, c'est difficile à dire avec les bassins au niveau des chronos, en fonction du vent, de dos, de face, etc. Ça, j'ai appris en faisant de la course en ligne que on avait beau faire du 500 mètres, on peut pas avoir un chrono sur 500 mètres de référence parce qu'en fait, ça change tout le temps, quoi. Sauf si tu fais un test chez toi sur eau très plate, sans vent et sans rien. Ouais, c'est ça. Ouais, le même niveau d'eau, tout ça, mais c'est quand même dur c'est quand même dur, ouais, de pouvoir s'y référer tout le temps et d'être sûr qu'il n'y ait pas eu un autre paramètre qui soit rentré en jeu. Ouais, ouais, bah, je vois bien ce que tu veux dire aussi sur le sujet. Euh, Tu disais que ton coup de pagaie a pas mal évolué. Tout à l'heure, tu disais que tu avais la main trop haute au début. Est-ce que tu as changé aussi ta pagaie par rapport à la descente? Ouais, 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 c'est quand même des pagaies. Bah, les pales sont plus grosses et les manches plus longs. C'est des plus longs pagaies. Pareil, il y a au moins 10 centimètres. Moi, j'ai même 11, entre 11 et 12 centimètres de plus en course en ligne. C'est-à-dire que ta pagaie est en combien là? Je suis quasiment en 2,14 Ah ouais, bah en tain, course en ligne. ça me paraît, ça me semble long par rapport à ton gabarit. Ouais, bah on avait une réflexion là-dessus avec Sabine et on avait fait des tests et on s'est dit bah pourquoi pas. Et bah, j'ai une pagaie en 2,13, hein, bon c'est quand même grand. J'ai 2,13 de 14, mais on était parti là-dessus et puis si ça tient la course, c'est que ça va quoi. Et t'es en quelle taille de pale? Et bah alors j'ai commencé avec la M minus comme les filles ont, comme En gamma ou Manon, gamma Rio? en gamma ouais, gamma Rio, gamma Ok. Rio M minus. Alors au début, j'avais essayé la bêta. Bon, je suis repassée sur la gamma, gamma Rio M-. Puis après, je suis passée une taille en dessous, la SX+. Et puis là, je suis revenue à la M-. Donc Ok. j'ai un peu oscillé, quoi. Et bah, j'imagine que tu as fait des tests aussi et finalement tu es plus rapide avec ta M minus en 2,13 ou 2,14? Ouais, il y avait pas de grosses différences. Je sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait une séance de vitesse, je crois, et j'allais même plus vite, ouais, avec la pale qui était plus grosse. Ok, donc tu te sens mieux quand tu mets plus d'appui alors. Ouais. Bah, et puis l'objectif, c'était de progresser en muscu
et que ça me permette aussi d'utiliser cette pale, quoi. En termes de manches, t'as un manche. Parce que maintenant, il y a plein de manches différents. Ils sont plus ou moins rigides. Ou est-ce que t'as le plus Ouais. rigide ou t'as un manche un peu plus souple? Qu'est-ce que tu as? J'ai un manche assez rigide, j'ai un manche jaune. Ok, oui, bah rigide. Alors bien rigide. Ouais. Déjà. Maintenant, ils font encore plus rigide là. Oui, ils J'ai font vu, rouge, j'ai vu. Ils font un truc. ouais, Ça va être de la brique. Hein. ouais, je pense. Par contre, c'est un jaune, mais c'est pas un manche réglable. C'est un manche fixe. Ah oui, j'avais Donc capté. bon, Ok, ouais. donc ouais, c'est quand même assez rigide. Ouais. Mais même en descente, d'ailleurs, le revendeur, il était pas trop ok au début. En descente, j'avais un manche de course en ligne en 2012, quand je suis championne du monde là. J'avais alors des pales que personne n'avait parce que j'étais en Gentex alors que ça n'existait pas trop dans la descente. Et puis en plus, j'avais un manche béton, quoi. Et donc t'étais en 2-1 ou 2-2 en descente. T'étais en 2-1 ou 2-2, 2-2. ouais. Ouais, c'est ça. Et Plutôt en 2-2. et t'avais quoi comme paillet? Parce que tu dis que t'étais en Gentex ou t'es toujours en Gentex. C'était quoi comme paillet? Pas Ouais. une Gamma Rio? La Gamma, c'était pas Rio au début, je crois. C'était Gamma tout court, ouais, en taille S. En taille S. Ok, donc t'as 2 tailles d'écart alors, finalement. Ouais. Alors, ouais, ça dépend comment, parce que maintenant, il y a la S+, SX+, et M-. Ah, ok. Ils ont fait une taille intermédiaire. Il y Ouais, a des tailles dans tous les sens. hier, j'ai regardé aussi les paillets, puis j'ai vu en Gamma Rio, maintenant, tu passes de 800, il y a 790, il y a 780, il y a 770, je dis, oh là là, ça Ouais. devient compliqué. Bah, il y en a pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'il faut choisir un peu ce qu'on préfère, quoi. Ah, à partir de quand tu rentres en équipe de France de course en ligne? Et bah, si je dis pas de bêtises, c'était en 2019. Parce que j'ai fait alors c'était ma première expérience en monoplace, toute seule. J'ai fait les Jeux européens qui avaient lieu à Minsk en juin 2019, en 1500 mètres. Et ça Parce s'est passé comment pour toi? Et bah, ça s'est plutôt bien passé. Bah, j'ai pas été en finale, hein, j'avais pas le niveau, mais j'ai fait plutôt des bonnes courses. Et moi, dans ma tête, déjà, je me disais, bah là, je vais faire dernière, je vais être loin derrière les autres et tout. Et en fait, au final, j'étais dans le tas des athlètes, donc c'était plutôt une bonne première expérience. Et pour faire ces Jeux méditerranéens, t'avais fait quoi pour te qualifier? T'avais réussi tes sélections équipe de France? Ouais, oui, c'était des sélections équipe de France. Alors je sais plus combien j'avais fait. J'ai fait beaucoup de 5e place, alors j'avais dû faire 5e. Et aux Jeux européens, la France avait eu beaucoup de quotas en fait. Donc ils avaient décidé d'ouvrir à plus d'athlètes que prévu. Et j'ai plus ou moins été repêchée pour cette compétition, quoi. Et sinon, moi j'ai commencé. Alors c'est un peu pareil, c'est un peu atypique. J'ai commencé plutôt en faisant des kayaks 4 places avec des moins de 23 ans, avec des plus jeunes. Ok. Mais sur des championnats seniors, hein, enfin sur des coupes du monde. Ah oui, c'est original ça. Parce que finalement, en fait, j'étais jeune dans la discipline, quoi. Au final, c'était pas dénué de sens, hein. Et puis moi, j'avais déjà de l'expérience au niveau international en descente, que j'ai peut-être pu aussi apporter aux plus jeunes quand on avait moins. Et elles m'ont apporté leur expérience plutôt course en ligne, donc c'était plutôt bien, ouais. Est-ce que à ce moment-là, l'objectif des Jeux se rapproche pour toi? Ouais, en fait, bah moi, il était là dès 2018 où j'ai décidé de passer à la course en ligne. Alors je savais dans ma tête que c'était vraiment un défi, hein, que ça allait être chaud de progresser autant en si peu de temps. Et d'ailleurs, j'avais rencontré Babac à Poitiers et il m'avait dit non mais moi, il m'a fallu plus de temps que ça pour vraiment performer, quoi. Et je pense qu'il a raison, hein, ça prend du temps. Et cette année, bah, j'étais remplaçante pour les Jeux de Tokyo, donc j'étais pas loin. J'étais plutôt contente de mes progrès, quoi. Mais il faut pas oublier que les autres filles, elles progressent aussi, et tout le monde progresse. Donc il faut réussir à progresser plus vite que les autres. Mais j'ai vu, je dérive un peu, j'ai regardé pas mal de vidéos qu'il y a sur ton site. D'ailleurs, tu es une des seules kayakistes et même dans le milieu du kayak qui a son propre site personnel que tu vas remettre à jour a priori de ce que tu m'as dit à ton nom. Oui, il faut que je le remette à jour. Ouais. J'ai vu que pendant le confinement, tu faisais pas mal d'ergomètres. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers seulement quand tu peux pas aller sur l'eau ou c'était juste pour le confinement?
Je m'en sers parce qu'en course en ligne, c'est vrai que quand il y a des crues, quand il y a beaucoup de vent, c'est compliqué d'aller sur l'eau. Donc, j'ai déjà utilisé l'ergomètre pour ça. Et pendant le confinement, c'était un peu spécial parce que comme on pouvait pas se voir avec Sabine, il nous arrivait de faire des visios où elle me regardait pagayer sur l'ergomètre. Donc, c'est un peu spécial. Et je sais que il y a plusieurs avis divergents sur l'utilité de l'ergomètre, etc. Mais moi, j'ai pu travailler des choses justement avec Sabine à distance et notamment sur la hauteur de la main sup. Et moi, je trouve que ça a pu m'apporter pour pas perdre des éléments techniques quoi, pendant le confinement. Je pense que ça a pu m'apporter là-dessus. Et est-ce que maintenant, t'en fais encore quand les conditions sont pourries? J'en ai pas refait, je crois, depuis. J'avais peut-être refait une fois ou deux. Mais là, je pense que au lieu de faire de l'ergomètre, j'irai faire du bateau de descente. J'irai à Asso si vraiment le temps est vraiment pourri. J'ai vu que tu avais un kayak pro Speedstroke. Pourquoi t'as acheté ce modèle-là? Ou peut-être qu'on te l'a prêté? En fait, non, c'est celui de mon club. C'est mon club qui me l'avait prêté. Ok. Alors, je sais pas pourquoi ils ont acheté celui-là. Finalement, moi, je le trouvais pas mal. Il y a un peu de manutention à faire dessus parce qu'il faut changer les cordes, les élastiques, etc. quand même au bout d'un certain temps. Mais moi, ça me convenait bien. Ouais, je crois de mémoire que c'est celui qui est un peu moins cher que la version compacte que beaucoup ont et que j'ai aussi le kayak pro. Et la résistance est un peu plus douce que le Dan Sprint. Si jamais, j'ai un Dan Sprint aussi et j'en ai fait et je sens que c'est moins doux. Je sens que la résistance parce que déjà, je trouve l'ergomètre, je trouve que c'est dur physiquement. Donc, si la résistance, faut pouvoir bien gérer avec la résistance, quoi. Parce que moi, je trouve ça dur. Ouais, c'est déjà pas, car moi j'en ai fait beaucoup, donc je vois un peu j'aime bien tester tous les ergos, que j'en ai testé pas mal. Et le Dan Sprint, comme disait Max justement dans le podcast, il disait qu'il sentait au niveau des épaules et c'est vrai que si t'en fais un peu trop souvent, tu sens que la résistance est quand même, c'est pas la même résistance que sur le kayak pro qui, je trouve, est plus fluide. Est plus fluide. Ouais. J'en ai pas essayé beaucoup moi, donc kayak pro ça me va bien. Ouais, c'est plutôt bien. Est-ce que le fait d'être remplaçante et cinquième pour ces jeux, c'était frustrant pour toi? C'était quand même malgré tout une certaine réussite, étant donné que, comme tu l'as dit, tu es assez récente dans la course en ligne? Un peu des deux. C'était un peu frustrant parce que c'est comme quand on est au pied du podium, quoi. C'est toujours frustrant. Mais c'était quand même une bonne expérience parce que j'ai pu bénéficier des stages, les stages qu'ils ont fait à Temple-sur-Lot, j'y étais. Enfin, j'ai été intégrée, donc ça m'a apporté beaucoup, même pour progresser, pour essayer d'apprendre des autres, etc. Donc je l'ai plutôt vu en termes bénéfiques d'expérience, plutôt que d'être frustrée et de pas profiter du truc, quoi. Est-ce que là, justement, avec ces stages course en ligne, tu as encore passé un cap en termes de technique, peut-être, pas comme on peut dire, pas de conditions physiques, mais de qualité physique? Ouais, c'est sûr que en stage, l'avantage, c'est que on fait que ça. C'est quand même un avantage. Au niveau de la récup, on peut bien récupérer. Enfin, pour moi, parce que quand je travaille, je fais pas forcément des siestes tous les jours, et alors qu'en stage, je peux le faire. Donc, ça m'a permis de progresser plus, d'aller chercher plus loin dans les entraînements. Et puis, il y a aussi l'aspect équipage en course en ligne. J'ai pu faire beaucoup d'équipage, du K2, du K4. On a même fait du K4 avec les garçons, faire des K4 mixtes. Et ça, je pense que ça m'a bien apporté de pagayer avec d'autres. Justement, j'allais te poser la question de l'équipage. Tu sens que ça t'aide beaucoup ça t'a pas mal aidé justement dans la technique, peut-être dans le relâchement. C'est déjà stable, mais ça m'aide dans le dynamisme, je pense plutôt, parce que quand je suis en monoplace et que j'en peux plus au niveau, sur le 500 mètres, ma vitesse elle s'écroule vraiment et là je sais pas quoi faire, quoi. J'ai encore quelque chose à trouver là-dessus, alors qu'en équipage les vitesses sont plus hautes et j'arrive vraiment à, je sais pas comment ça se fait, mais je pense que j'arrive à m'investir beaucoup plus en équipage que en monoplace pour l'instant.
Et c'est vraiment super intéressant, les sensations de vitesse. C'est pour moi, ça m'apporte beaucoup de faire de l'équipage. Ouais. Tu parlais du fait que tu décélères sur ton 500. Ça veut dire que tu as analysé ton 500, voir comment tu faisais ta course. Ouais, Comment se fait ta course? En fait, tu as un plateau et après tu fais que chuter ouais, c'est à peu drastiquement. près ça. Ouais, c'est ça. Et alors qu'en équipage, ça fait pas ça, quoi. Donc j'ai encore des choses à trouver pour pas m'effondrer sur le monoplace en 500 mètres. Et ça peut aussi être lié à l'efficience du coup de pagaie. Hein. Peut-être que je m'épuise avec mon coup de pagaie. Il y a peut-être un petit truc à changer. Et c'est vrai qu'en équipage, j'arrive à mettre beaucoup plus de dynamisme qu'en monoplace. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir que j'aille chercher. Ok. Et est-ce que vous avez analysé les courses, comment se passaient les courses des filles qui sont sur le devant de la scène pour voir si ça faisait pareil, si elles décéléraient à fond ou pas? Bah, moi, je l'ai pas analysé. J'ai pas cette info. Mais ça m'étonnerait. Ça Ouais, m'étonnerait que ça décélère comme ça, quoi. Parce qu'au contraire, moi, j'ai l'impression quand je suis sur l'eau que celles qui sont à côté, elles arrivent à en remettre, quoi. Je sais pas si elles vont plus vite, ça m'étonnerait, mais qu'elles réussissent à garder leur vitesse jusqu'à la fin, c'est pas impossible. ouais. De ce que je comprends, entretenir sa vitesse, c'est aussi une question de technique, de ce qu'on m'a dit en tout cas. Ouais. Donc, tu vois. Quelle est la suite pour toi aujourd'hui? Et c'est un peu, là, je vais faire une pause après la Coupe du Monde de Trégnac, là. Et puis je vais me poser des bonnes questions. Et puis j'aimerais bien continuer la course en ligne pour continuer à progresser en monoplace, mais aussi en équipage avec les filles. Et puis, j'aimerais, je ne sais pas si ce sera possible au niveau du calendrier, j'aimerais participer aux championnats du monde de descente qui auront lieu à Trégnac l'année prochaine, 2022, en parallèle. Pour enfin accomplir cet objectif de la classique. Ce serait l'objectif, ouais. Donc après, là, c'est en train de se caler tout ça. Donc, je ne sais pas ce qui sera possible ou pas. Donc, il faut qu'on en discute, je pense, avec la fédération. Ok. Donc tu te vois potentiellement faire les Jeux de Paris? Ouais, ce serait bien pour terminer ma carrière parce que j'aurai 35 ans, je serai dans l'année des 36. Je suis de fin d'année, donc ça va, j'aurai que 35 ans. Mais, mais ouais, je pense que ça peut faire une belle fin de carrière d'aller aux Jeux Olympiques de Paris. Je trouve ça toujours dur quand j'entends fin de carrière parce qu'en fait, t'as écouté les autres épisodes. Des fois, quand c'est la fin de carrière, les gens arrêtent du jour au lendemain alors que c'était leur vie. Donc pour certains, parce qu'ils en ont marre, ils ont un trop plein peut-être. Mais toi qui est dedans, de ce que j'entends, tu aimes pagayer, hein, que ce soit en descente, en course en Ouais. ligne. Quand tu dis fin de carrière, ça signifie quoi pour toi en fait? Ah, ça veut dire que je mettrai pas autant d'énergie dans les entraînements, mais c'est vrai que j'arrêterai pas pour autant. Mais je mettrai pas autant d'énergie en entraînement, stage. J'irai plus faire de compétitions internationales. Je passerai plus de temps avec ma famille. C'est plutôt dans cet ordre d'idées-là, parce que étant donné que je travaille déjà, ça va pas non plus changer énormément mon quotidien, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu vas être capable de faire des séances pépères aussi? C'est la bonne question, je sais pas. Alors ce qui est sûr, c'est qu'autour de moi, on me dit non, mais c'est sûr, t'arrêteras jamais de faire du sport. Je pense qu'ils ont raison parce que je crois que j'en ai besoin. Alors après, à quel niveau? Est-ce que je vais continuer à faire des compétitions nationales ou pas? Ça, je sais pas. Hein, on verra bien. Ouais, je suis toujours curieux quand j'entends ça. Je dis mais comment on peut décider d'avance parce que c'est plus une envie sur le moment qu'on a envie ou pas et surtout quand toi t'es habitué en tant que sportif de haut niveau à toujours t'entraîner à fond, à faire des séances difficiles. Donc là se dire je Ouais, monte c'est sûr. comme Ouais. ça, je sais Ouais, pas. ouais, ben là, après, souvent, on a des objectifs et puis après, on se redonne d'autres objectifs, etc. Si ça se trouve, en 2024, j'aurais envie de me donner un objectif en 2025. Hein, je sais pas encore ce qu'il y aura, mais donc je dis ça, mais en fait, il y a rien de figé, vraiment. Ouais, bah, je me doute, mais j'étais curieux de voir comment tu appréhendais, comment tu voyais l'avenir en fait te concernant. Bah, habituellement, moi, j'essaie de voir les années les unes après les autres. Donc déjà, d'abord 2022. Et puis, mon objectif, c'est de progresser chaque année. Donc ça, en général, ça va avec les objectifs de performer en compétition. Donc
Je crois qu'il faut pas se prendre la tête, il faut prendre des années les unes après les autres et puis progresser au maximum et puis après la suite ça viendra tout seul, quoi. J'arrive un peu au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, je trouve qu'on a parlé de plein de choses. Non, pour moi c'est bon. Est-ce que tu as un livre, un documentaire ou un film que tu aimes particulièrement et que tu pourrais recommander? Là, je l'ai repris ce livre-là. Alors il y a 2 livres en ce moment. C'est plus des bouquins liés au sport, à l'entraînement. C'est alors comment c'est la méthode de Gasquet pour les abdominaux. Je sais pas Oui, si tout à fait. L'hypopressif, je vois. Ouais, voilà. Donc je suis à fond là-dedans depuis quelques années et puis là j'ai remis le nez dedans. Et en fait, il y a des choses que j'avais pas lues ou des exercices que je faisais pas et qui pourraient être intéressants. Et puis après, un livre pour ceux qui veulent commencer le yoga, c'est la Bible du yoga. L'auteur, c'est André Van Lisbeth. Et c'est un super bouquin pour commencer. Et il y a vraiment tout dedans. Ça passe par la respiration. Il n'y a pas que du yoga, en fait. Ça, c'est un super bouquin à déguster. Ok, super. Je note. Mais de Gasquet, je connais un petit peu de nom quand c'était sorti il y a maintenant peut-être plus d'une dizaine d'années dans Sport et Vie. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu sur le devant de la scène. Et j'ai vu que là, ils avaient sorti un livre en association avec Teddy Riner. Je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas vu. Mais justement, Bernadette de Gasquet avec Teddy Riner a sorti un bouquin un peu plus grand public. J'ai vu passer il y a quelques mois. Donc, c'est sûr que ça peut faire que du bien. Hein. Ça peut faire que du bien. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommandes pour le podcast? Oui, j'allais te recommander Sabine voilà. Timeline. Je lui ai envoyé 2 SMS et je n'ai pas de retour. Donc je relance périodiquement. Donc si tu peux lui en toucher un mot, ce serait avec plaisir. Ce serait avec plaisir. Pas de problème. En tout cas, merci pour ton temps en ce dimanche. C'est plutôt cool. C'est un plaisir pour moi de partager. Et puis merci de m'avoir contacté. Oui, ça fait un moment que tu étais sur ma liste. J'aimais bien ce parcours, ce double parcours et en même temps, comme je te disais, pour moi, t'as pas un gabarit pour la course en ligne et finalement, tu t'en sors quand même vachement bien. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller parce qu'effectivement, comme t'es jeune dans le sport, je te posais la question de la suite. En fait, même si t'as 32 ou 33 ans, c'est que le début. Donc, en fait, t'as encore de la marge de progrès. Donc, ouais. Donc bon, c'est pas comme si tu avais déjà 20 ans de course en ligne où là j'imaginerais, je me dirais bon, à moins de s'appeler Maxime Beaumont, ça va peut-être être compliqué, mais en tout cas on verra ce que ça donne et je vais suivre ça de près et j'attends donc les mises à jour sur le site pour continuer à suivre les aventures sur clairebren.fr. Ouais, pas de problème, tu mets la pression, hein, il faut que je le fasse. et ça roule. Merci encore de ton temps et salut à tous. Merci beaucoup. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.